Réunion extraordinaire de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire. Good morning, everybody, and welcome to this extraordinary meeting. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion extraordinaire de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire UE Afrique à Strasbourg. Cette réunion sera retransmise. Nous avons l'interprétation en français, allemand, anglais avec le portugais et le polonais passif. Premier point à l'ordre du jour. C'est toujours l'adoption du procès-verbal du compte-rendu. Vous y avez pris part. Nous avons eu 2 réunions excellentes. Est-ce que nous pouvons tous adopter le procès-verbal? Bien, merci. Et maintenant, nous en arrivons au point le plus important, un échange à propos du risque de régionalisation du conflit en République démocratique du Congo en présence. Et c'est un immense honneur pour nous d'avoir 4 ambassadeurs à nos côtés. Ils ont tous les 4 accepté notre invitation. Ils sont venus de Bruxelles à Strasbourg. Nous faisons tous les mois, monsieur l'ambassadeur, mais j'imagine que ce n'est pas si simple que cela dans les circonstances actuelles. Alors, encore une fois, un grand merci. Monsieur l'ambassadeur Christian Ndongala Nkoukou, ambassadeur de la RDC au Benelux. Monsieur l'ambassadeur Terence Nta Iraja, ambassadeur du Burundi auprès du Benelux, monsieur l'ambassadeur Igor César, ambassadeur du Rwanda auprès de l'Union européenne, ainsi que monsieur l'ambassadeur d'Angola qui est venu. Et en ligne, nous avons un expert, l'ancien participant du groupe d'experts des Nations Unies concernant la RDC, Christophe Vogel, qui est connecté. Excellences, mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs, chers collègues, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue, messieurs les ambassadeurs, sur prendre part à notre discussion concernant la station critique en RDC. Nous sommes le mardi 11 février, le Parlement européen a eu un débat en plénière avec le Conseil et la Commission à propos de l'escalade de violence dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Dans une résolution qui a été négociée mardi et dont nous espérons qu'elle sera adoptée aujourd'hui à midi, eh bien, nous condamnons fermement l'occupation de Goma et d'autres territoires dans la partie orientale de la RDC par les forces de défense rwandaises, par le FDR et le M23, ce qui constitue une violation inacceptable de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Cette résolution appelle aux mesures suivantes. Le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire de la RDC. Le Rwanda et tous les autres acteurs étatiques potentiels dans la région doivent mettre un terme à leur soutien au M23. Il faut un terme immédiat à la violence, en particulier les massacres de masse et l'utilisation du viol comme arme de guerre stratégique. La résolution manifeste également sa préoccupation sur l'absence de réponse cohérente de l'Union européenne aux crises dans la région des Grands Lacs et demande la réévaluation de sa stratégie à l'égard des Grands Lacs et demande une suspension immédiate du mémorandum d'entente avec le Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières critiques jusqu'à ce que le Rwanda apporte la preuve d'avoir mis un terme à son ingérence. Chers collègues, depuis notre dernière réunion dans la communauté d'Afrique orientale et la SADC, depuis notre dernière réunion, la communauté de l'Afrique orientale et la SADC ont organisé un sommet conjoint où ils ont fait des efforts louables pour trouver une solution à la crise. Le 7 février, le Conseil des droits humains des Nations Unies s'est réuni et a décidé par consensus de lancer une mission exploratoire d'urgence et une commission d'enquête concernant les atrocités commises par toutes les parties dans le conflit armé en RDC. Et 2 semaines se sont passées depuis la chute de Goma et je me souviens encore de ce qui a été dit. Les gens meurent comme des mouches. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu les images
toutes les 4 minutes, une femme fait l'objet d'un viol. Alors oui, nous devons continuer à nous battre pour mettre un terme à cette violence. Je sais gré aux 3 ambassadeurs ainsi qu'à Monsieur l'ambassadeur d'Angola d'être ici. J'espère que nous allons avoir un débat franc, ouvert, dans le respect de chacun. Les ambassadeurs du Congo, du Rwanda et du Burundi ont pris le temps de venir ici pour nous présenter leur vision de cette situation. C'est un sujet très délicat et très sensible. Et je me tourne vers vous tous. Je vous demande de profiter de cette réunion pour avoir ce dialogue ouvert, franc et respectueux qui témoignera de notre engagement pour la recherche d'une solution juste pour tous dans un esprit de coopération internationale et ce, dans le plein respect des droits humains. Tout d'abord, Monsieur l'ambassadeur Christian. Monsieur l'ambassadeur Christian Ngala Nkuku, ambassador of the Democratic. Ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Benelux. Je te donne. Madame la Présidente, distingués membres du Parlement européen, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour exprimer la voix de la République démocratique du Congo au sein de votre institution, ce au lieu de l'expression de la démocratie européenne. Je tiens à exprimer également notre gratitude envers les membres du Parlement européen pour leur intérêt et le soutien qu'ils portent à la question congolaise, particulièrement en ce moment où notre pays s'enfonce dans une crise due à la résurgence des conflits armés. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain, une violation flagrante des principes fondamentaux du Pacte mondial des Nations unies et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de l'Union européenne qu'elle agisse avec fermeté pour protéger la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs au regard du droit international. La récente montée en puissance du M23, la détérioration des relations avec le Rwanda et l'implication croissante d'autres acteurs régionaux font craindre une escalade militaire pouvant aboutir à une guerre régionale. La prise de contrôle par les rebelles du M23 des vastes étendues de terres dans l'est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, a déclenché une crise humanitaire et diplomatique impliquant plusieurs pays. Un nombre alarmant d'armées africaines ont déjà déployé des troupes dans la zone de conflit qui a une longue histoire d'ingérence extérieure. La République démocratique du Congo est si vaste que, de par sa position géographique, elle est membre des blocs de l'Afrique de l'Est, EAC, the East African Community. Elle est aussi membre de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Southern Africa Development Community. Les deux groupements régionaux unissant leurs forces ont organisé un sommet d'urgence samedi 8 février dernier à Dar es Salaam, en Tanzanie, afin de mettre un terme au combat entre les FARDC et les troupes rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. La République démocratique du Congo, mon pays, veut, par les moyens pacifiques, épargner des vies humaines afin de récupérer les territoires conquis par les rebelles du M23 à l'aide du soutien avéré de troupes rwandaises, y compris Goma, la plus grande ville de l'Est,
et empêcher le M23 de poursuivre sa progression vers d'autres provinces. Si le Rwanda a envahi le territoire congolais, c'est essentiellement dans le but d'épier les richesses minières du pays et ultime intention d'orchestrer un changement institutionnel en République démocratique du Congo. L'argument selon lequel le Rwanda soutient l'offensive du M23 est basé sur des preuves irréfutables, documentées et présentées dans plusieurs rapports de l'ONU et largement acceptées par de nombreux gouvernements africains et occidentaux qui ont exigé que le Rwanda retire ses forces de la République démocratique du Congo. À ce jour, mesdames et messieurs, seul le Rwanda ignore encore l'existence de ses propres troupes sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que la régionalisation du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est une réalité qui implique plusieurs puissances ainsi que d'autres acteurs non étatiques avec des enjeux sociologiques, géostratégiques et géopolitiques dépassant largement les frontières de la République démocratique du Congo. Plusieurs pays sont impliqués dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Outre le Rwanda, c'est le cas du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie ainsi que de forces de la SADC. Le Burundi prend très au sérieux la menace d'une extension du conflit congolais sur son territoire. Ce pays frontalier du Rwanda et de la République démocratique du Congo y a déjà envoyé des milliers de soldats pendant des années. Ils y sont allés pour chasser les rebelles burundais. La menace d'une régionalisation du conflit augmenterait si le M23 poursuivait son avancée de Goma vers les provinces du Sud Kivu, plus proches de la frontière burundaise où ses forces sont stationnées. Quant à l'Ouganda, ce pays a également des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une coopération militaire pour faire face à une autre menace pour la sécurité, la traque des militants d'origine ougandaise liés au groupe État islamique. L'Afrique du Sud a fourni la majeure partie des troupes aussi bien dans le cadre d'une force régionale d'Afrique australe que dans le cadre de troupes des Nations Unies. Ils ont imputé la mort de 14 de leurs soldats aux forces de défense rwandaises. Son ministre de la Défense a affirmé avoir averti que tout nouveau tir serait considéré comme une déclaration de guerre. D'autres pays comme le Malawi ainsi que les Uruguay ont perdu des troupes sur le sol congolais. C'est ici l'occasion pour nous de rendre hommage à ces hommes qui ont perdu leur vie pour défendre la paix et la liberté. Comme nous pouvons le constater, le risque d'un embrasement de la sous-région est évident. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, l'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la sous-région dans un chaos absolu. Pour éviter cette escalade ainsi que la régionalisation du conflit, nous invitons donc l'Union européenne à agir de manière immédiate et ferme à travers les recommandations suivantes. L'Union européenne est invitée à ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat de ses troupes présentes sur les territoires congolais. L'Union européenne doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles qui nourrissent la guerre en République démocratique du Congo et à rejeter le MOU signé par le Rwanda sur les minerais stratégiques. L'Union européenne doit révoquer immédiatement ces accords. L'Union européenne est appelée à soutenir la mise en place d'un régime de notification systématique pour toute vente et tout transfert d'armes au Rwanda par la communauté internationale. Cela garantira que des armes ne soient pas utilisées pour équiper des troupes armées sous embargo telles que le M23. Madame la Présidente, distingués membres du Parlement européen, le monde vous regarde. L'Afrique vous regarde. La République démocratique du Congo vous regarde. Jusqu'à quand continuerez-vous à garder le silence face à cette barbarie? Jusqu'à quand continuerez-vous à rester indifférent face à cette violation des règles de droit international? Les déclarations ne suffisent plus. Il est temps d'agir. La résolution que vous allez voter aujourd'hui est une occasion pour démontrer à la face du monde votre attachement aux valeurs de paix et de justice qui constituent le fondement de notre civilisation. Le geste que vous allez poser ce midi
en votant pour cette résolution, constitue non seulement un acte de solidarité vis-à-vis du peuple congolais, mais aussi votre positionnement du côté du droit et de la justice. Êtes-vous du côté du droit et de la justice, ou êtes-vous du côté de la violence et du mépris des règles internationales? Tel sera le sens de votre vote d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre témoignage. On a bien compris et j'aimerais bien vous indiquer que le Congo et l'Afrique nous touchent tout au cœur, tous les membres qui sont ici dans la salle. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu le vivement débat mardi. Et comme vous, on espère que la résolution a une grande majorité. Et là, bien sûr, on demande à la Commission et au Conseil d'agir. Maintenant, j'aimerais bien donner... I will now give the floor to the ambassador of Burundi. Et je donne maintenant la parole à l'ambassadeur du Burundi, son Excellence, M. Terence Ntairaja, car ce conflit affecte les pays voisins, y compris le vôtre, Monsieur l'ambassadeur. Madame la Présidente, honorables eurodéputés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. La délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur le risque de régionalisation du conflit en RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup pour cette invitation, Madame la Présidente, laquelle invitation témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent si heureusement entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente, la délégation burundaise rappelle que la ville de Goma est devenue le théâtre d'un désastre humanitaire sans précédent. La perte en vies humaines, qui se compte en milliers, dont les femmes et les enfants, en nombre estimé à plus d'1 million de déplacés et réfugiés, conséquence tragique de l'inclusion du groupe armé M23 avec l'appui logistique et militaire du Rwanda, au détriment des principes intrinsèques des relations internationales établi par la Charte des Nations Unies. Nous saisissons cette occasion spéciale pour réaffirmer au nom du gouvernement burundais notre solidarité au peuple et au gouvernement congolais et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendre hommage aux casques bleus de l'ONU, aux militaires de la SADC et autres membres du personnel des Nations Unies et des ONG qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Madame la Présidente, nous ignorons que la République démocratique du Congo est confrontée à une situation sécuritaire politique complexe, marquée par des conflits armés persistantes, des tensions politiques internes et des crises humanitaires. En effet, depuis l'année 2021, la province Nord Kivu, située à l'est de la RDC, est le théâtre d'affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. Ces derniers, soutenus par le Rwanda, ont installé leurs offensives menaçant des villes stratégiques telles que Goma, qui est maintenant dans les mains de ces rebelles. Les combats ont entraîné des morts et des déplacements massifs de population, exacerbant une crise humanitaire sans précédent. Ainsi, les violences dans l'est de la RDC ont provoqué des milliers de morts et des déplacements massifs des populations innocentes. Les conditions de vie dans les centres de déplacés sont précaires et les populations déplacées sont confrontées à des défis alimentaires et sanitaires majeurs. Madame la Présidente, distingués eurodéputés, le Burundi salue la résolution adoptée le samedi 7 février 2025 à Genève par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors d'une session extraordinaire convoquée par 27 pays membres, dont le Burundi, la Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et beaucoup d'autres. Cette résolution a été adoptée par tous les 47 pays membres de ce Conseil sans vote et reconnaît explicitement la responsabilité du Rwanda dans les exactions commises à l'est de la RDC. Le Burundi salue également le communiqué rendu public à l'issue du sommet conjoint de l'EAC et de la SADC tenu à Dar es Salaam le samedi 8 février 2025. Ce communiqué revient sur les processus de paix de Luanda et de Nairobi et réaffirme le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Madame la Présidente, excepté le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'EAC et la SADC, la communauté internationale exprime évidemment sa préoccupation face à la détérioration de la situation en RDC, mais sans prendre des mesures adéquates en vue de sauver la population congolaise et de respecter la souveraineté de son pays. Il est grand temps de passer des paroles aux actes avant que la situation sécuritaire à l'est de la RDC ne s'aggrave de plus en plus, ce qui ajouterait le drame au drame. Madame la Présidente, honorable eurodéputé, le Burundi tient fermement à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC ou la détérioration continue de cette situation d'insécurité menace non seulement la paix et la stabilité locale, mais aussi pose un défi au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique, la souveraineté et l'indépendance des nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. C'est dommage que l'Est de la RDC a toujours été victime des crises répétitives alimentées par des intérêts étrangers. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi qui constituent les voies et moyens de trouver une solution durable à ces crises. Ces deux processus qui sont des initiatives régionales soutenues par l'Union européenne, l'Union africaine et la communauté internationale tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Madame la Présidente, les rapports des experts des Nations Unies clarifient bien les dynamiques de ce conflit. Ces rapports soulignent l'implication des acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources minières de la RDC. Ces faits par là ne peuvent en aucun cas être ignorés. À l'instar du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, il est impératif que l'Union européenne, qui est un partenaire privilégié et fiable de la région des Grands Lacs, prenne des mesures concrètes, restrictives et contraignantes à l'endroit des auteurs de ces actes ignobles à l'est de la RDC, en vue de mettre fin à ces ingérences et garantir les principes sacro-saints du droit international et du droit international humanitaire. Madame la Présidente, signalons qu'actuellement, nul n'ignore que les différents rapports des Nations Unies sur la situation sécuritaire de la RDC sont constamment publiés et que les acteurs au conflit en RDC sont connus. Les acteurs moins visibles sont également connus et dénoncés dans ces différents rapports des experts des Nations Unies. Les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies qui guident et motivent les actions des Nations Unies sont connus de tout le monde. Et pourtant, jusqu'à l'heure où je m'adresse à la présidente Auguste Assemblée des honorables eurodéputés, le Conseil de sécurité des Nations Unies reste silencieux. Pas de résolution, ce n'est que condamner, dire des mots, les secteurs de violation des flagrances des principes de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Madame la Présidente, chers eurodéputés, où est-ce que vous en êtes à l'Union européenne, une haute institution où tout le monde en général et les différents défenseurs des droits de l'homme en particulier prennent comme modèle? Ces principes fondamentaux doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la République démocratique du Congo. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées ainsi que les violations répétitives de ses frontières doivent cesser immédiatement. Madame la Présidente, tout le monde s'interroge pourquoi la communauté internationale en général, et en particulier l'Union européenne et les États-Unis, restent silencieux en face à cette situation dramatique à l'est de la RDC, malgré les clins d'œil de certains eurodéputés qui sont conscients du problème et qui chaque fois s'expriment depuis longtemps. Aucune résolution sur les violations des principes élémentaires du droit international humanitaire et de la souveraineté de la RDC n'a été initiée jusqu'à maintenant. C'est dommage. Mais heureusement que dans votre mot luminaire, vous avez été clair qu'il y a déjà un projet d'une résolution. Je vous félicite. Bravo. Dès lors, la question pertinente qui reste est de savoir quel est l'agenda caché à ce silence qui a duré longtemps alors que les droits de l'homme sont violés. Au moment où une escalade des rebelles s'est produite, les rebelles du M23 contrôlent la ville de Goma, ce qui a provoqué des conséquences humanitaires catastrophiques, non seulement sur la RDC, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Face à cette situation déplorable, la communauté internationale en général et l'Union européenne en particulier ne devrait pas rester comme des spectateurs indifférents face à une tragédie déjà annoncée il y a longtemps. De tout ce qui précède, Madame la Présidente, le Burundi exhorte l'Union européenne, les Nations Unies et les autres partenaires de la région des Grands Lacs de faire tout au moins ce qui suit. Primo,
appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation entre les acteurs régionaux et internationaux. Secondo, soutenir les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Tertio, soutenir les autorités de la RDC et à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Quattro, exiger le retrait des forces d'agression et de la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Luanda et de Nairobi. 5. Identifier les appuis aux populations civiles et plutôt intensifier, les appuis aux populations civiles et aux déplacés de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux hommes et aux femmes. Et enfin, prendre des mesures restrictives ou des sanctions par des résolutions contre tous les auteurs de la violation des droits de l'homme de la RDC, du vol des minéraux de ce pays et de la violation de la souveraineté de ce pays. En définitive, Madame la Présidente, l'Union européenne devrait être attentive aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Est et au-delà. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Merci infiniment, maintenant, Monsieur l'ambassadeur. Et maintenant, je vais donner la parole à l'ambassadeur du Rwanda, son Excellence, Monsieur Igor César, qui va nous présenter sa vision du conflit. Monsieur l'ambassadeur, vous le savez, par différentes sources médiatiques, selon certaines allégations, le Rwanda a été impliqué directement ou indirectement dans le conflit en RDC orientale. Nous aimerions savoir quel est le rôle du Rwanda et comment vous voyez considérer la mise en œuvre des décisions communes du sommet EAC-SADC. Merci. Mesdames et messieurs les députés, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du gouvernement du Rwanda, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de la crise en cours dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, du point de vue du Rwanda. Cela fait trop longtemps que l'instabilité en RDC menace la stabilité régionale avec des conséquences économiques et humaines terribles. Le Rwanda n'a rien à gagner à un pays, la RDC, instable. Loin de cela, notre vision de la prospérité dépend de la stabilité, du bon fonctionnement économique de la région. Nous avons exporté 683 millions de dollars de biens vers la RDC. En 2022, la RDC était notre principal partenaire d'exportation, représentant 23% de nos exportations totales. Alors pourquoi irions-nous mettre tout cela en danger? Les intérêts du Rwanda et son ambition économique ont besoin de la paix et non d'un conflit économique. Mesdames et messieurs, il faut maintenant dépasser les récits discutables et il faut se concentrer sur les faits. Le Rwanda n'est pas à la source de ces conflits et nous ne pourrons pas non plus le régler seuls. La vérité est parfaitement documentée. Les véritables réseaux de contrebande sont connus. Les véritables auteurs sont également connus. Et pourtant, on finit toujours par pointer du doigt le Rwanda. Mais pourquoi? Sans doute à cause de cette stratégie de pointer du doigt qui a été évoquée. Et parce que reconnaître la vérité exigerait une véritable reddition de comptes de la part de ceux qui préfèrent accuser les autres plutôt que d'essayer de réparer un système d'extraction minière qui ne marche pas. J'aimerais vous rappeler que c'est l'Union européenne qui a fait la demande de signer un accord, un mémorandum d'entente concernant l'extraction minière. Et nous avons signé ce mémorandum en toute bonne foi parce que cela reposait sur des stratégies préexistantes. La demande de tels minéraux est un intérêt partagé. Nous restons engagés
pour ces partenariats reposant sur l'intérêt mutuel et le respect. Mesdames et messieurs, les atrocités dont nous parlons aujourd'hui sont épouvantables. Elles exigent notre pleine attention, mais surtout, elles demandent notre responsabilisation. Mais la responsabilisation doit reposer sur des faits et non pas sur des hypothèses ni sur des raccourcis erronés. Les forces de sécurité se sont retirées après la chute de Goma et les récits de violence ont explosé et l'on a préféré chercher les coupables ailleurs. Mais les faits sont éloquents. En 2020, le département d'État américain a constaté que les forces propres de la RDC étaient responsables de meurtres, d'assassinats arbitraires et de torture, entre autres. Selon le Bureau des droits humains des Nations Unies, les forces congolaises sont principales auteurs des violations des droits humains en RDC. Et ça, ce sont les faits. Et pourtant, la communauté internationale garde le silence là-dessus. De même, en 2022, lorsque il a été indiqué que les FDR soutenus par Kinshasa ont été responsables de l'assassinat de l'ambassadeur italien en 2021, Luca Ignazio. Comme elle a gardé le silence lorsque des mercenaires européens ont été illégalement recrutés par Kinshasa pour s'attaquer à sa propre population en violation claire des conventions de l'Union africaine et des Nations Unies. Jusqu'à quand resterez-vous silencieux? Mesdames et messieurs, la situation en RDC est une menace pour la sécurité nationale du Rwanda et pour la stabilité de l'ensemble de la région. Et malgré les appels pour une solution politique, le gouvernement de la RDC a choisi de s'engager dans une voie militaire en formant une coalition avec des milices ethniques connues comme les Wazalendo, les FDLR, les mercenaires européens, les forces burundaises et d'autres. Cette stratégie irresponsable de choisir toutes les voies sauf la véritable négociation continue à mettre en danger les efforts de paix régionaux et à alimenter l'instabilité. C'est une stratégie qui a déjà échoué et si elle se poursuit, elle échouera à nouveau. Si le retrait du soutien militaire pouvait régler le conflit, ça aurait déjà eu lieu il y a 12 ans. De telles réponses internationales sont inefficaces et contre-productives. Pire, elles ne font qu'aggraver la situation en RDC. Le Rwanda est pleinement engagé dans la quête d'une solution politique au conflit. Pas uniquement pour notre stabilité, mais également pour la prospérité de l'ensemble de la région. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix pour pouvoir nous concentrer sur la tâche fondamentale de la construction de notre nation et de la coopération régionale, y compris avec la RDC. Une région des Grands Lacs stable est bonne pour tous. La seule voie possible passe par le dialogue, comme cela a été réaffirmé par le dernier sommet EAC-SADC. La première fois, les deux blocs régionaux ont aligné leur vision pour une solution durable. Nous avons maintenant l'occasion de revoir le processus politique et aller en direction d'une véritable solution. Les résultats de ce sommet régional, l'appel du sommet régional pour la cessation des hostilités, pour le retour à la table de négociation, tout cela doit être exécuté en toute bonne foi. Le Rwanda n'a pas de visée expansionniste. Nous n'avons pas l'intention de redessiner les frontières héritées du colonialisme. Tout ce que nous voulons, c'est la paix à long terme
pour le développement de notre région qui en a bien besoin et qui le mérite. Le Rwanda est toujours engagé pour la paix, la stabilité et pour la coopération avec tous ses partenaires, y compris l'Union européenne, afin de trouver une solution durable à cette crise. Mais la paix exige le courage, la responsabilisation et le rejet des forces qui jettent de l'huile sur le feu. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à l'ambassadeur d'Angola pendant 2 minutes. Et après, je donnerai la parole aux députés. De m'avoir donné la parole. Au nom de la République de l'Angola, je vous remercie de l'invitation qui nous a été adressée pour participer à cette importante réunion. Nous saluons la présence dans cette salle de leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs du Burundi, du Congo, de la RDC Congo et du Rwanda. Et nous saluons aussi la présence de leurs Excellences les honorables députés du Parlement européen. Madame la Présidente, comme vous le savez, l'Angola, en la personne de son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et champion pour la paix de l'Union africaine, joue un rôle prépondérant pour la résolution du conflit qui secoue cette sous-région de l'Afrique centrale. À maintes reprises, les autorités de mon pays ont encouragé le parti impliqué dans ces conflits à s'engager dans un dialogue inclusif en rapport avec le processus de Luanda et celui de Nairobi. Madame la Présidente, mon pays, à travers son Excellence Monsieur le Président, João Lourenço, croit à la vertu du dialogue et de la paix. Et nous y insisterons tant que l'on ne nous a pas démontré que nous avons tort. C'est dans cet esprit que notre président de la République entend poursuivre sa médiation au moment où, même dans quelques jours, excusez-moi, il sera désigné président de l'Union africaine. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'aimerais bien donner la parole aux membres qui sont présents et je commence par le président de la commission DEVI, M. Barry Andrews. You have the floor. Merci, Madame la Présidente. I just want to thank you for the invitation to be here. Merci de m'avoir invité à venir ici aujourd'hui. Le sujet de cette réunion concerne la résolution de conflits. Moi, je viens d'un pays où nous avons souffert des conflits et nous avons eu la chance de compter sur des voisins qui nous ont aidés à régler ce conflit. Et nous avions des leaders qui ont cherché à trouver une solution au conflit. Et c'est ainsi que nous avons pu trouver une solution et c'est bien que nous ayons ce dialogue. On ne peut mettre un terme au conflit que par le biais du dialogue, de la construction de la confiance. Est-ce que les ambassadeurs pourraient nous répondre sur la question de l'accès humanitaire? Il faut parvenir à un accord sur cette base. L'accès humanitaire concerne l'impartialité, la paix, non pas la résolution du conflit. Et également, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, le président du Rwanda a déclaré dans une interview à CNN, lorsqu'on lui a demandé si les forces rwandaises se trouvaient en RDC, il a répondu qu'il ne savait pas. Or, le président du Rwanda est également le chef des forces armées. Est-ce que les forces rwandaises se trouvent, oui ou non, en RDC aujourd'hui? Si vous pouviez dissiper ce doute, nous vous en serions gré. Merci beaucoup. Nous allons entendre certaines questions, puis nous donnons la parole aux ambassadeurs pour répondre. Maintenant, le PPE, Madame Telak. Merci. Merci à tous d'être ici. Merci. Et c'est un signe d'espoir, peut-être un bon début, d'avoir dans la même salle les 4 ambassadeurs de ces pays. Et tout processus de paix doit toujours commencer par un dialogue.
Je déplore surtout la situation humanitaire et je demande à tous les acteurs sur le terrain de créer, de rendre possible ce corridor humanitaire le plus rapidement possible. Il y a eu un cessez-le-feu qui n'a duré que 2 jours, puis les combats ont repris. Et pendant ces 2 jours de cessez-le-feu, nous avons constaté que la population de Goma a essayé d'enterrer près de 2000 corps qui étaient là depuis 1 semaine, voire plus, ce qui pose de graves problèmes de santé. Des corps abandonnés dans les rues sans possibilité de réfrigération. Alors, il y a un risque de maladies qui se répandent dans la région. Et c'est pourquoi nous avons véritablement besoin de ce corridor humanitaire et un accès aux soins de santé pour les conditions sanitaires. Et je demande donc à l'ambassadeur du Congo et l'ambassadeur du Rwanda, Monsieur César, vous avez dit qu'il fallait du courage, de la responsabilisation pour toutes les parties. Quels actes courageux et de responsabilisation allez-vous prendre pour permettre le retour de la paix? Et Monsieur Nkoukou, aidez-nous à assurer la sécurité à Kinshasa pour le personnel de nos ambassades et pour les travailleurs humanitaires. Merci. SND. Madame May. Madame May. Merci. Merci aux ambassadeurs d'être venus pour parler, pour présenter leur point de vue. Je comprends bien que ce n'est pas forcément toujours quelque chose de très facile. Moi aussi, je voudrais insister sur la nécessité de permettre l'accès à l'aide humanitaire. La situation humanitaire dans l'est du Congo et ailleurs a besoin d'urgence d'aide humanitaire. Il y a également des atrocités, des attaques sexuelles contre les femmes, contre les petites filles, à une échelle terrible. Nous avons parlé de cela, nous avons condamné cela déjà au Parlement. Mais pour les sujets moins faciles d'aujourd'hui, peut-être il y a ces 2 mondes parallèles, 2 récits parallèles qui se dessinent à entendre les discours des ambassadeurs. Il serait souhaitable que nous puissions rapprocher ces 2 visions pour parvenir à une sorte de position commune. Si nous voulons trouver une solution, il faut que l'on soit sur une position commune. Dans la réunion précédente, l'un des orateurs avait fait une suggestion. Bien sûr, les matières premières critiques sont les feux sont ce qui nourrit ce conflit. Bien sûr, nous avons besoin de matières premières critiques et le Congo est tout à fait présent partout autour de nous ici, dans nos smartphones, etc. Nous avons besoin de ces matières premières critiques pour notre transition énergétique. Mais nous oublions parfois l'origine de ces matières premières critiques. Certes, le mémorandum d'entente avec le Rwanda avait l'Union européenne comme origine. C'est l'Union européenne qui en est l'auteur. Nous, au Parlement européen, n'avons pas forcément la main là-dessus. Vous, monsieur l'ambassadeur, en savez certainement davantage. Mais ces matières premières critiques ne viennent peut-être pas du Rwanda, mais d'autres régions. Par exemple, le Kivu, dans l'est du Congo. Et donc, il avait été suggéré une sorte de processus de Kimberley pour les matières premières critiques. Le processus de Kimberley s'applique aux diamants de sang, mais là, maintenant, nous avons peut-être des smartphones, des iPhones de sang dont nous ne voulons pas. Peut-être que l'ambassadeur du Congo et du Rwanda pourrait réfléchir à une solution de ce genre sur laquelle nous pourrions tous travailler ensemble. Voilà, je devais demander aux intervenants de limiter leurs interventions à 2 minutes.
Vous avez entendu les députés qui ont tous travaillé avec moi sur ces résolutions, donc ils connaissent bien tout ça. Et maintenant, Monsieur Mariani. Comme l'a dit l'ambassadeur du Burundi, tout le monde s'interroge sur la mansuétude de l'Union européenne, et j'ai envie de dire depuis 30 ans. La résolution que nous allons voter va dans le bon sens, et bien sûr nous la soutiendrons, même si notre groupe avait demandé par moment qu'il y ait des sanctions plus personnelles contre les responsables politiques du Rwanda, mais j'ai lu dans Jeune Afrique que le président du Rwanda s'en moquait, comme il a dit, ça ne lui fera aucune importance sur lui. Alors ma question est simple, et je rejoins d'ailleurs la précédente intervenante. On sait que ces minéraux critiques ont une importance majeure dans ce conflit qui dure depuis des années. Comme on l'a signalé, l'Union européenne a passé un accord avec le Rwanda il y a bientôt un an, 19 février 2024. Et on n'a aucune information. Aucune information. Je me tourne vers mes collègues de la majorité. C'est un accord où en commission INTA, depuis plus de 6 mois, je demande à avoir des informations. On a pu avoir enfin le texte de l'accord qui ne garantit aucune traçabilité, puisque la traçabilité est purement déclarative. Ce n'est pas la faute du Rwanda, c'est ce qui est prévu dans l'accord. Voilà, et donc la responsabilité, on en partage, j'allais dire, une grande partie. À force d'insister, et parce que malheureusement, il y a un drame humanitaire que chacun a dénoncé, on a enfin une réunion mardi prochain du Monitoring Group à huis clos, sans traduction, j'espère qu'on aura la lumière et une chaise pour pouvoir savoir ce qui se passe, sur ce fameux accord. Madame la Présidente, vous avez du poids dans ce Parlement. C'est quand même la moindre des choses que la commission INTA, qui se penche, enfin notre Parlement, parce que la commission c'est en réalité notre Parlement, avec peut-être la commission DEV, etc., soit informée de cet accord depuis un an. Comment ça marche ? Quelle est la traçabilité? Je répète que dans l'accord que nous avons signé, nous en avons une responsabilité. Il n'y a aucune preuve concrète de traçabilité. Et je crois que là, on fera peut-être avancer un tout petit peu la paix en supprimant une cause de cette guerre. Voilà, cet échange a eu lieu. Moi, je félicite les ambassadeurs, chacun a ses opinions, mais au moins ça prouve que ces 4 ambassadeurs peuvent dialoguer calmement. C'est déjà un premier pas, c'est le début par moment peut-être de la solution. Mais je le répète, la résolution que nous voterons tout à l'heure va dans le bon sens. Merci beaucoup, Monsieur Mariani. J'ai bien compris de ne pas poser des questions à l'ambassadeur, mais bien à moi. Et moi, je vais vous dire, je vais vraiment demander qu'on peut assister à cet échange vu sur le MLU sur les minéraux. Et en public, not in camera. Je vais essayer, mais je suis seulement une femme. Oh, vous avez beaucoup plus de pouvoir, Madame la Présidente. Je vais mettre tout mon poids qui est possible, Monsieur Mariani. Je vais au prochain orateur. I will now like to give the floor to Mr. It's always so difficult to pronounce your name, Satouri. Je donne la parole à Monsieur Satouri. Vous avez la parole. Et merci de l'initiative de cette réunion. Et je sais bien qu'il n'y a pas de paix sans dialogue, et c'est important que ce dialogue ait lieu. Mais il n'y a pas de paix non plus sans justice. Et je ne veux pas ici laisser entendre que les récits parallèles viennent éclipser la réalité dramatique humanitaire, les déplacés, les morts, le viol érigé comme arme de guerre. Cette réalité est intolérable. Alors nous allons nous demander à ce que la responsabilité européenne soit engagée. Nous demandons à ce que ce mémorandum d'accord soit suspendu. Nous demandons à ce que l'embargo sur les armes soit prononcé. Et nous demandons à ce que les responsables de crimes de guerre soient poursuivis devant la justice, parce qu'il n'y aura jamais de paix durable sans justice. Mais la paix vient aussi du dialogue et des responsabilités des uns et des autres. Quelles sont, messieurs les ambassadeurs, les conditions qui peuvent permettre de sortir du conflit pour rentrer dans une coopération? Et monsieur l'ambassadeur du Rwanda, pouvez-vous ici nous confirmer avec sérieux que l'armée rwandaise n'est pas présente en RDC? Et pouvez-vous nous apporter des preuves qui viendraient étayer le fait que le M23 n'est pas un proxy du Rwanda? Et à quel moment vous allez réellement engager la responsabilité de votre pays et entamer un processus de paix réel et durable? Parce que je partage un point de vue que vous avez exprimé, c'est que la coopération régionale apportera prospérité à toutes et tous.
Encore faut-il assumer votre responsabilité et vous engager sérieusement dans un processus de paix et de rétablissement de la coopération régionale. Thank you very much. I still have 2 speakers and then I will go to the... Merci beaucoup. Encore 2 orateurs. Monsieur Udo Bullmann. Chair, and let me address... Merci Madame la Présidente. Je vais m'adresser à nos excellences avec 2 questions. D'abord l'ambassadeur du Congo et du Rwanda, à vous deux. Ce conflit militaire a déjà montré l'irresponsabilité de plus d'un côté, avec une énorme quantité de victimes, et ce qu'on pourrait appeler une politique de violence sexuelle qui n'avait jamais été vue. Eh bien, nous attendons de vous ici que vous contribuiez à une solution constructive de la situation pour aller vers la paix et une vie décente pour toutes les victimes de ce conflit irresponsable. Nous attendons vos remarques constructives, savoir ce que chacun de vos gouvernements va faire pour mettre fin à cette situation et déboucher sur une paix durable. Deuxième remarque, à l'ambassadeur du Rwanda. Votre pays s'est fait une réputation positive ces dernières années. Une réputation d'un gouvernement capable de surmonter les tragédies du passé. D'un gouvernement capable d'ouvrir des perspectives à son propre peuple, le bien public, le bien-être des jeunes générations. Est-ce que vous vous rendez compte que cette réputation, à l'heure actuelle, pour la communauté internationale, elle est gravement mise en danger, elle est plus que ça, elle est ruinée en conséquence de cette situation que nous déplorons. La semaine prochaine, ça vient d'être dit, il y aura un groupe de monitoring au sein de la commission commerce et je suis sûre qu'on arrivera à des conclusions solides. Merci beaucoup. Orateur suivant. Tout d'abord, oui, la résolution qu'on votera tout à l'heure, que j'espère est importante, parce qu'il faut que l'Union européenne aussi donne un signal d'être très clairement du côté du droit international. Il y a des principes de la Charte des Nations Unies qui valent pour tout le monde. Alors j'ai 2 questions très concrètes. D'abord, saluer évidemment le rôle de la diplomatie et des différents pays africains qui cherchent à résoudre ce conflit. Je pense que c'est important. Alors 2 questions. D'abord une question pour Monsieur l'ambassadeur du Rwanda. Vous avez dit que il a été documenté que la contrebande ne passe pas par le Rwanda, qu'il y a d'autres réseaux. Alors je voudrais vous demander lesquels, parce que les experts des Nations Unies disaient justement que ça passait par le Rwanda. Donc si vous avez d'autres informations, ce serait bien de savoir où se trouve alors la vérité. Et deuxièmement, alors ça je me dirige plus vers Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, il est évident que la question des minerais est essentielle. C'est une discussion que nous avons depuis longtemps. Quelles mesures est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait pousser pour que justement le peuple congolais puisse disposer de manière souveraine de ses ressources et avoir un commerce équitable au niveau mondial? Merci beaucoup. Thank you very much. Then at the end... Merci beaucoup. Moi, j'ai aussi 2 questions à l'ambassadeur du Congo. Pour moi, ce qui n'est pas très clair, est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes déplacées en raison des violences et de la façon dont nous pouvons les aider, parce que c'est une question que nous nous posons ici? Deuxièmement, dans quelle mesure est-ce que votre gouvernement est prêt à entrer dans des négociations avec le Rwanda pour une désescalade des tensions et une amélioration de la situation et une recherche d'une résolution durable pour la paix? Parce que d'un moment ou un autre,
me semble-t-il. Il faudra que les deux gouvernements se rencontrent. C'est mon avis personnel. Je voudrais maintenant donner la parole d'abord à l'ambassadeur du Burundi, puis à celui du Congo, enfin celui du Rwanda, qui a reçu le plus grand nombre de questions. Et je reviendrai ensuite sur l'Angola. Monsieur l'ambassadeur du Burundi. Merci, Madame la Présidente. Je remercie vivement les chers honorables eurodéputés qui sont déjà exprimés dans un sens permettant en tout cas de trouver une solution efficace. Mesdames et messieurs, ne vous attendez pas à ce que ces criminels qui sont armés, qui sont appuyés, vont arrêter la guerre comme ça, vont laisser le courage comme vous le souhaitez pour l'accès matériel comme ça, sans prendre des mesures restrictives envers eux. Selon ce que nous voyons au Burundi, il y a deux processus. Primo, il faut d'abord des sanctions contre les auteurs, que ce soit le Rwanda qui a agressé, le M23 qui continue à faire des dégâts. Sera les exigés d'accepter le dialogue. Deuxième solution, c'est justement le dialogue. Mais tant qu'il y a toujours une arrogance, au moment où la journée on trouve des militaires étrangers sur l'intérêt, au moment où, comme l'a dit l'honorable député sur CNN, le chef de l'État a dit qu'il ne sait pas s'il y a des militaires là-bas, mais le lendemain, le ministre des Affaires étrangères dit à Voix d'Amérique, invité, affirme que les militaires rwandais sont là et qu'ils sont là pour protéger, lutter contre les criminels. Deux langages différents dans le même pays, ça j'ai suivi les informations. C'est quand même, je crois que les faits sont là. Il faut d'abord des sanctions, il faut des mesures envers l'agression, envers ces criminels, ce qui les exigeront à accepter, à prendre le profil bas, laisser le couloir et accepter de dialoguer. Et comme ça, on trouvera une solution. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Ambassador. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je donnerai maintenant la parole à l'ambassadeur du Congo. Vous avez la parole. Les députés, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour toutes vos interventions ainsi que des questions qui nous ont été adressées. Je commencerai d'abord par la question relative à la situation humanitaire. Ce qu'on demande, effectivement, d'abord, que les rebelles du M23 puissent permettre l'accès à l'aéroport de Goma, parce que c'est un élément essentiel pour pouvoir acheminer de l'aide. Deuxièmement, ces mêmes rebelles puissent permettre l'ouverture des corridors humanitaires pour permettre l'aide puisse être acheminée auprès des sinistrés. Voilà les deux éléments essentiels pour nous, primordiaux, pour agir rapidement, à court terme, afin de pouvoir alléger la souffrance des sinistrés. À long terme, forcément, ça sera à la fin des hostilités, demander une cessation immédiate de combat afin de permettre effectivement un suivi beaucoup plus avancé et facile des sinistrés. Il y a une question qui a été posée concernant la sécurité du personnel des ambassades. Mesdames et Messieurs les députés, je saisis cette occasion pour exprimer la position de la RDC. La République démocratique du Congo déplore ce qui s'est passé à Kinshasa, où la population s'en est pris à certaines ambassades. Cette prise de position de la population, cette initiative, n'est nullement la position de la République démocratique du Congo de s'en prendre aux ambassades visées. Ce n'est pas une justification, une excuse, mais cela peut expliquer un certain ras-le-bol, une perception d'une partie de la population sur l'inaction de la communauté internationale. Ce n'est pas une excuse, mais ça pourrait expliquer cela. La République démocratique du Congo a pris des dispositions pour garantir la protection des ambassades et des personnels diplomatiques. Vous pouvez en être assuré. Il y a une autre question concernant les conditions qui peuvent permettre de sortir de cette situation. Mais les conditions sont là, le cadre a été placé. Il y a d'un côté les accords ou le cadre des accords de Luanda qui ne concernent que les États, et de l'autre, les accords de Nairobi qui concernent les acteurs non étatiques, donc les groupes armés. Oui, il faut du courage pour que
ces initiatives puissent se mettre en place, la RDC a exprimé sa volonté et sa détermination à trouver une solution de manière pacifique. Du courage, oui. Le fait de parler avec le pays agresseur, c'est déjà un pas, une grande volonté vers le courage. On a accepté de s'asseoir autour d'une table à Luanda dans les cadres des accords de Luanda. Marque de courage. On a accepté de remettre sur la table le M23, qui a été exclu de l'accord de Nairobi, suite à des violences qu'ils étaient en train de perpétrer dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré cela, on a fait montre de détermination et de courage. On a ouvert la porte, la table de négociation pour ce mouvement. Donc, les cadres sont bien définis. Il y a, pour les États Rwanda et République démocratique du Congo, uniquement Luanda, et pour les acteurs non étatiques, Nairobi. Négocier avec le M23, oui, mais uniquement dans ce cadre bien défini qui est les accords, le cadre de Nairobi. Il y a eu aussi une question concernant les minerais stratégiques. Effectivement, oui, la justification, bon, apparemment il n'y en a pas. La justification, c'est que cet accord, ce MOU signé, pourra permettre de garantir une certaine traçabilité. Et la position de la République démocratique du Congo est claire. Oui, on est tous d'accord pour cette traçabilité. Comment faire? Parce que la traçabilité, effectivement, va permettre, si pas de mettre fin, en tout cas, de limiter le trafic illicite de ce minerai. Nous souhaitons que cette traçabilité qui est reconnue, qui est demandée de tous côtés, puisse s'effectuer non pas à partir des entrepôts des grandes villes, mais à partir des mines. Seule cette condition-là pourra permettre d'assurer cette traçabilité de manière efficace. Et ce qu'on attend de l'Union européenne, pour terminer, c'est d'imposer, et je le dis et je le répète, un embargo total sur les exportations de tous les minerais coltan au or ou or étiquetés comme rwandais, afin de mettre fin à l'exploitation illégale de ressources naturelles qui nourrissent la guerre en République démocratique du Congo, et évidemment de rejeter ces MOU signés sur les minerais stratégiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et là, je me tourne vers l'ambassadeur du Rwanda. Monsieur l'ambassadeur, vous avez reçu beaucoup de questions. Je vous donne la parole. So, let me start. Alors, permettez-moi de commencer par la question récurrente, celle de notre FDR au Congo ou non. L'Est de la République démocratique du Congo est un espace sans loi depuis plusieurs décennies, avec des groupes armés qui y sont actifs, un grand nombre d'entre eux, pour déstabiliser le Rwanda. La seule raison pour laquelle le Rwanda est aussi stable qu'il l'est aujourd'hui, c'est parce que nous avons maintenu notre capacité à agir contre ces menaces avant leur matérialisation sur le sol du Rwanda, avec des conséquences dévastatrices. La plupart des cas, nous avons été en mesure de faire face à ces menaces de manière conjointe avec le gouvernement de la RDC ou avec son accord. Cependant, lorsque nous sommes trouvés confrontés à un gouvernement qui a refusé de coopérer pour faire face à des questions de sécurité mutuelle et a choisi de soutenir des groupes armés anti-rwandais en les mobilisant, en les finançant, en les armant, en les légitimisant, nous n'avons pas le choix que d'agir seuls, en établissant des mesures accrues de défense le long de nos frontières. Voilà la triste situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pour revenir maintenant
à la question aux idées selon laquelle le Rwanda serait actif en RDC en raison des ressources minérales. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est une interprétation paresseuse de cette situation promue par l'RDC et ses alliés. Le développement, c'est la coopération, l'intégration, et les données sont là pour le montrer. Le Rwanda bénéficie davantage des échanges transfrontaliers que de toute autre menée imaginaire. Je n'ai jamais dit que nous n'avons pas de commerce des minerais avec le Congo. Je ne l'ai jamais nié. En fait, le protocole d'accord permet précisément une traçabilité et nous avons déjà respecté nos obligations concernant notre exploitation de minerais et également en matière de commerce. Donc, nous respectons déjà les normes internationales. Il revient au Congo de faire sa part. Concernant maintenant, il y a quelque chose dans ces questions qui est toujours ignoré. Je n'ai entendu personne parler de la présence de FDLR au Congo. Je n'ai entendu personne parler de cette menace envers la sécurité du Congo et du Rwanda. Et je voudrais que ce soit noté. C'est une menace à la sécurité du Rwanda. Et le niveau, à l'heure actuelle, du gouvernement du Rwanda, de la RDC et du Burundi, qui se trouveront confrontés en lien avec les FDLR sur la frontière du Rwanda, tout cela constitue une menace à la souveraineté du Rwanda. Je voudrais dire également quelque chose. Nous n'avons pas... j'espère que l'Union européenne prenne le temps de regarder la carte. Quand on va au Rwanda d'est en ouest ou d'ouest en est, ça ne représente pas plus de 200 km. Par conséquent, la stratégie approfondie de lutte contre les menaces est très différente de ce qu'elle est à Kinshasa, qui se trouve à 2700 km. Le Rwanda se réserve le droit d'utiliser des mesures défensives parce que c'est le pacte avec la population rwandaise. Nous avons choisi la voie du développement, de la cohésion sociale, et tout ce qui menace ce pacte doit être affronté par le Rwanda pour sa défense. J'espère que vous preniez ceci en considération toujours. Les discours de haine sont une réalité. Ils sont étayés. Il y a des preuves. Nous parlons de viol. Monsieur l'ambassadeur, j'y ai été. J'ai parlé à des femmes qui ont été violées. Je les ai vues. J'ai vu des petits-enfants. Mettons, s'il vous plaît, en termes à ces atrocités là-bas. Tout à fait. Il y a
et le viol. C'est la première fois au sein des Nations Unies où on a parlé du viol en tant qu'arme. Ça a été fait dans le cadre d'une force génocidaire qui existe aujourd'hui au Rwanda, que vous ne mentionnez même pas ici. J'espère que quand vous parlez de viol, et je suis d'accord, ça existe au Congo, il faut que vous nommiez également les auteurs. Ce sont les forces FDLR et les forces de la RDC. Et si vous voulez mener les bonnes enquêtes, plutôt que tenter d'éviter de nommer les auteurs, on en a parlé au sein des Nations Unies en 1994, ce sont les mêmes forces qui sont aujourd'hui au Congo, qui travaillent avec les pays de mes collègues ici, le Burundi et le Congo. Donc, si on parle d'agression sexuelle en tant qu'arme, eh bien, on l'a vu, on l'a vécu en 1994, on voit que ça se prolonge au Congo. Nous déplorons que ça existe encore, mais s'il vous plaît, ne rejetez pas la faute sur la partie erronée. L'ambassadeur du Burundi voulait vraiment réagir sur la question des FDLR au Congo. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, ça me pose la question. Bon, FDLR, on dit que c'est depuis 1994. Moi, je me pose la question de savoir, un combattant ou un militaire de 1994, il a quel âge maintenant? Parfois, je m'interroge. Personnellement, je n'ai jamais vu un groupe d'FDLR qui existait encore. 1994, il y a combien d'années jusqu'à aujourd'hui? C'est déjà qu'on dit de génocide, c'est vrai, il y a eu un génocide contre au Rwanda, tout le monde le sait, mais ces gens-là, existent-ils encore? Avec quelle force d'aller attaquer le Rwanda et d'autres? Ou peut-être c'est un motif fondé pour avancer en RDC pour piller en fait les minéraux. Ici, on n'est pas ici pour faire des polémiques. Si je parlais du Rwanda, n'ignore que les petits de 2015, ça bougera. N'ignorez pas les autres, ils le savent. Les Khadi Tabara dont on parle. Mais on a attrapé, ils venaient tuer les gens. C'est pourquoi on a fermé la frontière avec le Rwanda il y a une année. Nous avons été prudents. Pourquoi? On les a formés dans les camps militaires, ça c'est clair. Ceux qui ont été attrapés, ils ont témoigné. Nous avons toutes les données. Au moment où la communauté nationale voudra faire des enquêtes, ils pourraient même les interroger. Ils ont tué les gens à Tibito, que vous vous souvenez ailleurs. On les a attrapés. Ils ont tout témoigné. Dans quel cas ils sont formés. En plus, des cas de réfugiés de Mahama, c'est connu. On les fait passer par le Congo, viennent Gatumba tuer les gens. On a fermé pour cette dernière fois, il y a une année, ils venaient tuer une vingtaine de la population innocente où il y avait une fête. Les familles s'étaient rassemblées un week-end, ils fêtaient, il y avait un événement. Ils ont venu lancer des grenades et tuer et retourner à Uvira. C'est pourquoi d'ailleurs, grâce à un accord qui existait entre la RDC et le Burundi, de s'appuyer mutuellement en matière de sécurité, c'est pourquoi donc les militaires burundais sont là. Le chef de l'État a été clair burundais quand il a alerté l'opinion internationale. Pas de polémique. Les rapports au Mukwege, les rapports des Nations Unies sont là, les auteurs, les militaires rwandais sur le terrain et tout le monde. Que voulez-vous encore? Ne soyez pas des hypocrites ou des pharisiens. Les rapports suffisent pour que l'Union européenne, en tant que partenaire privilégié, qui donne d'ailleurs beaucoup de financement au Rwanda, c'est pourquoi d'ailleurs on ne sait pas comment c'est affecté, à gauche, à droite, à part même les accords qui ont été signés. Il faut des mesures adéquates. Je suis certain que si il faut des mesures surprises aux Nations Unies, à l'Union européenne et ailleurs, en tout cas, il y aura un profil bas, il y aura un dialogue. Les processus de Rwanda et d'autres pourraient être expectés tels que s'il faut, il y a des mesures restrictives. Je vous remercie. Merci. Je donne encore pour la dernière fois la parole au monsieur l'ambassadeur du Congo. Et là, j'ai encore une intervention parce qu'on a encore l'expert en ligne qui veut réagir aussi. On doit avoir le respect pour lui aussi. Il attend déjà toute le... Monsieur l'ambassadeur. Merci Madame la Présidente. Moi je voulais juste apporter une petite précision. Je suis surpris et étonné de cette tergiversation sur la présence des troupes du Rwanda sur le sol congolais. Je voulais préciser que cette affirmation ne vient pas du Congo, de la RDC, ne vient pas des acteurs sur le terrain, mais c'est sur base de rapports d'experts des Nations Unies qui attestent que sur le sol congolais, il y a environ 3 à 4 000 troupes
rwandaises sur notre territoire. Donc je voulais apporter cette précision pour dire que ce problème a été identifié, documenté par les rapports d'experts des Nations Unies. Merci. Merci, c'est aussi mentionné dans la résolution. Monsieur Satouri, très court. Oui, très court. C'est à entendre la réponse de l'ambassadeur du Rwanda. Dans quelle mesure, monsieur l'ambassadeur, la vente et l'exportation vers l'Union européenne des minerais rares, que vous avez mentionné, participe au pacte social rwandais, au processus de réforme, au bien-être et au projet politique, celui du Rwanda? Parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus, moi je ne suis pas insensible. Dans quelle mesure les exportations de ces minerais rares participent aujourd'hui au développement positif du Rwanda? Parce qu'on a peut-être une explication à travers la réponse à cette question. Très court. Premièrement, sur la question de la traçabilité. Le Rwanda et le Congo est assis sur la même roche. Nos minéraux, our mineral sector is fully Notre secteur minier répond complètement à toutes les normes internationales. Et nous avons un grand nombre d'observateurs d'organisations internationales, y compris l'ITSCI et le BSP, pour le confirmer. Notre secteur minier, nos exportations sont auditées en permanence par des officiers de notre système financier, y compris du FMI et de la Banque mondiale. Donc ces allégations sont simplistes et elles sont récurrentes. Sur la question maintenant du pacte, le secteur minier n'est pas le seul secteur au Rwanda. Le pacte social avec notre population est un pacte de développement. Et le commerce des minerais en fait partie. Mais le commerce des minerais ne se produit que dans le cadre d'un secteur réglementé. Le Rwanda a un secteur réglementé, respecte les normes internationales et reste ambitieux dans le développement de ce secteur. Mais ce n'est certainement pas le seul secteur. Notre réputation, c'est dans le domaine des services. C'est notre plus gros revenu provient du tourisme. Et donc, réduire notre pacte social au secteur minier ne reflète pas la réalité du Rwanda à l'heure actuelle. Oui, merci. Je voudrais maintenant que l'on écoute l'expert qui attend depuis le début de la réunion en ligne. Je ne sais pas. C'est Christophe Fogel qui fait partie, ancien expert des Nations Unies du groupe des experts sur la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, vous avez entendu le débat, je l'espère. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un privilège pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui sur un sujet qui, bien qu'essentiel, ne reçoit pas toujours l'attention nécessaire au niveau européen et international. L'escalade en cours dans l'est de la République démocratique du Congo suscite ces derniers jours une inquiétude croissante, notamment depuis l'entrée de la rébellion du M23 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. En plus de ses environ 1,5 million d'habitants, Goma comptait en début 2025 près de 700 000 personnes déplacées dans des conditions humanitaires catastrophiques. Après son retour en RDC en 2017, le M23 a repris les combats fin 2021. Depuis, il a étendu son emprise sur presque un quart du Nord Kivu, principalement le long de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, et progresse désormais dans la province du Sud Kivu. Le M23 n'est qu'un parmi une centaine de groupes armés actifs à l'est du Congo. Si le M23 est loin d'être le seul acteur violent, il est par contre certainement celui dont la présence et les actions ont des répercussions les plus fortes sur le plan régional et diplomatique et aussi dans la mémoire collective de la population congolaise. Excellencies, distinguished members of parliament. Silence sur un député. La résurgence actuelle des
conflit, la capture de Goma a donné un nouvel élan. On entend toujours parler de l'exploitation et du commerce des ressources minières qui sont considérées comme à la racine du conflit. L'exploitation violente et militaire des ressources nationales, leur exportation légale et illégale dans les pays voisins dure depuis des années et contribue à l'enrichissement personnel d'un grand nombre de personnes, au financement de la violence, par entre autres l'achat de munitions. Les interprètes s'excusent, mais l'orateur lit à une vitesse grand V qui est très difficile à suivre. Donc, je me suis rendue en 2016 et 2017 dans la région. Ce serait une erreur, ceci dit, de penser que les groupes armés, les réseaux criminels sont seulement intéressés par le pillage des minerais. Comme pour les pays de la région, la plupart d'entre eux sont mus par des ambitions politiques autant qu'économiques. Parfois, pour eux, les minerais sont une façon facile de produire des ressources, des revenus. Pour d'autres, ils seront attirés par d'autres sources de revenus, par exemple taxer les gens sur le bord de la route. Et c'est quelque chose qui a été documenté dans un grand nombre de rapports des Nations Unies ces 15 dernières années. L'appétit pour des ressources locales est à mauvais escient considéré comme la raison de ces 3 décennies de violence. À l'époque, les facteurs géopolitiques, les questions liées à l'identité étaient les plus importants. C'est encore le cas aujourd'hui. Alors, c'est séduisant de sélectionner certains éléments du conflit pour en faire une explication de la situation. Le coltan de Roubaïa peut représenter $800 000 par mois, mais Roubaïa n'a pas été prise ces 2 dernières années et il n'y a pas beaucoup de revenus perçus dans cette région. Le Rwanda est accusé de soutenir le M23. Cependant, le Tantal, qui est également produit au Rwanda, à moindre quantité qu'au RDC, n'est pas la plus grosse exportation du Rwanda par rapport à l'or. Le M23 ne contrôle pas de mines d'or. Alors, l'or, on le trouve également quand il n'y a pas de violence. Et c'est pas seulement lié au conflit. En outre, il semble que les embargos sur les ressources minérales de la région ont poussé un certain nombre de mineurs à se joindre à des groupes armés. Donc il faut vraiment envisager l'ensemble de la situation sans se laisser prendre par des explications un petit peu simplistes et insuffisamment informées. On entend par peu d'appels pour des sanctions liées à la production d'armes. Des ressources minières de la région et les différents discours qui l'entourent, la situation actuelle nous oblige à acquérir une compréhension globale des enjeux qui caractérisent l'escalade politique et militaire dans l'Est du Congo, y compris ses racines profondes. Le conflit autour du M23 a remis l'Est du Congo sur l'agenda international à juste titre. L'intégrité territoriale de la RDC est non négociable au vu des normes, lois et valeurs internationales. La souveraineté congolaise s'étend aussi sur les richesses que regorge son sous-sol, mais ne se limite pas à cela. En même temps, le conflit ne se limite pas à une simple ruée apolitique vers les minerais. Depuis fin 2021, nous sommes témoins d'un embrasement sur différents terrains. Les réseaux sociaux en font écho, où les fake news et la manipulation idéologique se multiplient. Mais l'embrasement se passe surtout sur le terrain. Une région déjà militarisée s'est vue surmilitarisée davantage suite à l'escalade des conflits et l'afflux de son acteur armé, armement et munitions. Goma en est le parfait exemple. Des mouvements armés aux racines anciennes, comme le M23, mais aussi des groupes armés issus de mouvances génocidaires comme les FDLR ou encore d'inspiration djihadiste comme les ADF font partie d'un ensemble de conflits entremêlés. Au-delà de ces 3 exemples et de la centaine de groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la RDC, alliés ou opposés à l'armée nationale, plusieurs armées étrangères sont aussi engagées sur le sol congolais.
Le risque d'une régionalisation plus ouverte et plus violente, à l'instar de 1998 plutôt que 2012, est réel. Il doit à tout prix être évité afin de ne pas exposer davantage les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants. En ce moment, les combats entre M23 et armée congolaise s'approchent de l'aéroport de Kavumu, à quelques 25 km de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Entre-temps, l'accès, l'approvisionnement et le financement humanitaire peinent déjà à subvenir aux besoins, notamment autour de Goma, où les combats récents ont entraîné un risque épidémique considérable. L'ensemble des violences a provoqué le déplacement de 7 millions de Congolaises et Congolais selon l'OIM, dont environ la moitié au Nord Kivu et entre 10 et 20% dans les environs de Goma. Je souhaite, avant de conclure, souligner que 7 millions n'est peut-être qu'un chiffre abstrait pour ceux et celles qui n'ont jamais vécu une guerre. Pour les populations victimes, par contre, cela signifie souvent d'être déplacés de manière répétitive, c'est-à-dire de chez eux dans un camp, d'un camp envers un autre camp et ainsi de suite. Essayons de nous imaginer une seconde ce chevauchement de traumatisme. Leur humanité et nos valeurs forment un impératif indéniable et incontournable pour agir avec urgence et dévouement, mais inspiré par une analyse lucide et holistique. Cette analyse doit déboucher sur des politiques efficaces, y inclus sur la gouvernance des ressources naturelles et nos habitudes de consommation ici en Europe, mais ne doivent pas tomber dans le piège de réduire le conflit à une seule explication simpliste et exclusive. Elle doit être sérieuse au-delà de toute polémique. Je vous remercie. Un très, très grand merci, Monsieur Vogel, pour votre témoignage ici. C'était très utile, je trouve. Mais je dois maintenant conclure parce qu'à 12 heures, on doit voter cette résolution importante. Mais j'ai oublié de donner la dernière parole à Monsieur l'ambassadeur d'Angola. Alors, Monsieur l'ambassadeur, 1 minute pour conclure. Merci, Madame la Présidente. Je vois votre leadership au cours de cette réunion et l'intérêt que portent les honorables députés. Prouve le rôle crucial que l'Union européenne a joué dans la résolution de conflits sur le continent africain. Sa capacité à agir de manière concertée en utilisant les outils diplomatiques et politiques à sa disposition est essentielle pour mettre un terme à ces crises. La République d'Angola, en tant que médiatrice sur la crise en RDC, est prête à collaborer étroitement avec nos partenaires européens afin de créer les conditions nécessaires pour que toutes les parties impliquées puissent revenir à la table des négociations. Je vous remercie. Merci beaucoup et je veux vraiment remercier tous les excellences ici. Merci d'être venus et je vous invite aux salles plénières pour suivre la vote de la résolution. Comme ça, vous pouvez assister à cet important vote. Merci beaucoup à tous les membres. Merci beaucoup pour être ici. Merci.